bien. Vous l'avez vu, je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du challenge du printemps. Mais globalement pour mes livres du printemps. Parce que j'ai un peu la flemme de regarder qu'est-ce que j'avais mis finalement ou pas dans mon challenge, que j'ai changé entre temps, mes plans, etc. etc. Et j'avoue que je comptais sortir cette vidéo un petit peu enfin voilà, 2-3 jours en tout cas en avance pour début juin. Et puis voilà, les imprévus font que... Mais voilà, le bilan est donc en ligne, si vous voyez cette vidéo. Et je me suis rendu compte par contre que la dernière fois où vraiment j'avais fait un bilan, donc c'était à la fin du Cold Winter, et je n'avais pas encore entamé la suite du deuxième arc, donc de l'Assassin Royal. Au moment où je tourne cette vidéo, je le termine, donc je suis passée du livre du coup 6 à 13 qui est en cours d'audio, donc ça me fait bizarre de revenir autant en arrière, mais je vais essayer de me souvenir au maximum de à quel moment, quel livre se termine, etc. De mes avis sur les différentes parties. Et donc, forcément, le premier livre que je vais vous présenter ici, c'est celui-ci, donc le 7e tome sur 13. Donc ici de l'Assassin Royal, en comptant qu'il y avait donc un premier arc qui allait de 1 à 6, puis je vous avais dit, on lisait Les Aventuriers de la Mer qui allait de 1 à, j'oublie toujours, à 9. Et puis après, on avait donc le deuxième arc de 7 à 13. Et puis après il y aura la Cité des Anciens, et après il y aura le Fou des Assassins. Enfin bref, c'est pas encore vraiment fini, mais voilà, on est donc dans le deuxième arc. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Assassin Royal et Robin Hood, c'est vraiment une de mes sagas coup de cœur, mais de fou. Franchement, je pense qu'après l'univers d'Harry Potter, je crois que c'est l'univers que je préfère. Alors, c'est un peu bizarre de dire ça parce que y a des Hunger Games où j'ai mis, je pense des 19-20 tout le temps. Pareil, il y a la Guilde des Ombres qui est incroyable, où pareil, j'ai mis du coup du 20. Pour l'instant, je n'ai, à ce jour en tout cas, pas mis de 20 pour cette saga, mais vraiment tout le long, je suis à du 18, parfois à certains tomes à 19. Je pense qu'il y en a un ou deux où j'ai mis 17, mais vraiment, c'est un univers qui est tellement vaste, grand, et donc il y a beaucoup plus de longueur, il y a moins, on est pas tout le temps non plus en tension. On est beaucoup plus dans la psychologie des personnages, dans l'introspection, etc. Donc le rythme est différent et fait que forcément il y a des tomes, un peu de transition, etc. Qui font que je n'ai pas des notes de 20 tout le temps. Mais franchement, avec le recul, c'est vraiment un de mes univers préférés. J'aime tout dedans. Mes personnages préférés de toute ma bulle est confondue. Mon personnage chou est désormais dedans. Enfin voilà, donc juste pour tout ça, c'est très compliqué de vous en parler. Mais tout ça pour dire que dans ce tome-ci, on suivait donc à nouveau le personnage de Fitz Chevalerie. Quelques années après, en tout cas je pense la fin du 6, ou quelques mois, un truc comme ça. Et dans ce tome-là, je me rappelle m'être dit qu'honnêtement, il se passait, pour ainsi dire, rien. On retrouve Fitz qui est, sans spoiler, hors de Castelcer, dans une petite maison recluse au fond des bois, on va dire. Principalement, il est avec son loup et juste, il coupe du bois, il boit du thé, et voilà. Alors ça paraît horrible dit comme ça, mais vraiment, j'ai juste adoré en fait me replonger. Un an plus tard, vu que j'avais terminé Les Aventuriers de la Mer il y a un an, dans cette saga, de retrouver les personnages initiaux pour lesquels je m'étais déjà tellement attachée. Et dans ce tome-ci, il reçoit la visite de 2-3 personnes de la cour qui viennent un petit peu lui demander de reprendre un peu du service, de s'occuper de nouvelles histoires, de nouvelles intrigues. Et grosse cérémonie, ça s'arrête là. Je vous ai raconté tout le bouquin en vrai. Mais voilà, juste c'est la plume de Robin Hood et c'était un tel plaisir de s'y replonger. Je me suis dit à chaque page à quel point ça m'avait manqué, à quel point j'aimais ces personnages. À chaque fois que j'en retrouvais un, j'étais en mode genre ah, il est de retour. Et j'aurais pu rester pendant des pages et des pages avec eux, juste à table, à boire du thé, à discuter. Et voilà, et juste c'était tellement introductif, mais je l'ai tellement aimé. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. En tout cas, pour ce tome 7. Puis, forcément, je vous présente le tome 8, qui s'appelle donc ici La secte maudite. Et pareil,
c'est compliqué, hein, vous parler un peu l'histoire sans rien spoiler, etc. Mais globalement, la trame qu'il y a ici, c'est le lancement réel de la deuxième trame. Où voilà, je vous ne cache rien en disant que Fitz va un peu reprendre du service. À un moment, il faut qu'il y ait des nouveaux enjeux, un nouvel arc, etc. Une nouvelle quête, tout ça, tout ça. Ça se met en route honnêtement dans ce tome-ci, avec l'apparition d'un nouveau personnage qui s'appelle donc le prince Devoir, et qui va être en danger, et donc Fitz va devoir se mêler de tout ça. J'ai beaucoup aimé de découvrir de nouveaux personnages, de voir un petit peu comment Robin Hobbs, qui est si doué à créer des liens entre eux, au fait qu'on s'attache très vite à chacun d'entre eux, etc. Quand on m'amène de nouvelles matières, je suis très très preneuse. Et donc voilà, j'étais très contente de découvrir un petit peu les personnages qui allaient être utiles et nous suivre pour le second arc. J'ai aimé un peu suivre les péripéties, il y avait quand même plus de mouvements aussi, de rebondissements, etc. Moins de lenteur dans ce tome. C'est aussi dans ce tome que Fitz va désormais prendre l'identité de celui qu'on appelle... j'ai sur le bout de la langue maintenant. Tom Blaireau. Et il est au service désormais du personnage qui était le fou et qui ici devient Cire Doré. Pareil, je vous le disais juste avant, en fait Cire Doré c'est je pense maintenant mon personnage préféré de toute ma bibliothèque. Harry Potter confondu, Hunger Games confondu, etc. Juste vraiment je l'aime d'amour, c'est inexplicable. Je ne sais pas comment elle a réussi à ce que je m'attache autant à ce personnage, avec finalement si peu d'informations, un personnage aussi mystérieux, etc. Mais juste, elle y est parvenue parce qu'elle est talentueuse. Et donc, quel plaisir de le retrouver ici, de redécouvrir d'autres facettes de lui, d'en apprendre davantage. C'est aussi dans ce tome-ci qu'elle met plus en avant, j'allais dire l'art, mais du coup l'inverse, le pouvoir du vif, parce que en premier acte c'était beaucoup l'art qui était développé avec vérité. Ici du coup c'est le vif qui prend plus d'ampleur sur ce second arc. Et donc j'ai aimé le fait que le monde de fantasy s'étendait, que les pouvoirs du coup de magie, etc. de l'univers s'étendaient, etc. Et que dire d'autre sur ce tome? Sans vous spoiler, honnêtement je pense pas grand chose, mais clairement je l'ai beaucoup apprécié tout simplement. Oui, vous l'aurez compris, je prends le tome 9, donc Les Secrets de Castelserre, qui à nouveau était une très bonne lecture. Je lui ai mis 18, alors je pense que le tome d'avant je lui ai mis 19, parce que vraiment c'était un de mes tomes préférés de toute la saga confondue. Et donc pareil, dans tous les cas c'est des coups de cœur, mais il y a quand même une petite gradation on va dire entre les deux, parce que j'ai adoré vraiment des scènes qui étaient dans le tome 8. Dans le tome 9 c'était à nouveau plus calme. Il y avait besoin de quelques temps de repos après les événements qu'il y avait entre temps, etc. Il y avait plus de lenteur, donc à nouveau c'était plus les relations entre les personnages qui étaient ici développées, mis en avant. Alors, j'adore quand on développe la psychologie des personnages, les liens, etc. Vraiment, c'est ma came. Et donc c'était à nouveau plus lent, mais à mon avis est nécessaire à nouveau au fur et à mesure de l'histoire. Juste celui-ci, contrairement à d'autres, c'était beaucoup plus concentré en fait sur la fin, pas qu'il y ait un cliffhanger, on pourrait dire ça, mais voilà. C'était plus inégal en tout cas. J'ai un peu plus ressenti, contrairement à d'autres tomes où c'était aussi plus lent. Mais j'ai toujours savouré pareil les liens qu'il y avait entre. Dans ce tome-là, il y avait aussi beaucoup plus de politique. On met vraiment en avant qu'est-ce qui va être les enjeux vraiment pour les tout derniers tomes, et vraiment la toute fin de la trame qu'il y a depuis le tome 1. Donc il va être quand même fort concentré sur certains passages pour vraiment garder en tête tous les tenants et aboutissants, etc. Mais c'était un tome qui était très utile. Un tome où j'ai découvert pareil d'autres personnages, dont la Nasheska Eliana. Nasheska, pardon.
Euh, voilà, où on la découvre seulement par rapport à la suite, mais voilà, où je vous disais tantôt, avant on découvrait Devoir, ici on découvrait la Narcheska, je vais y arriver. Euh, et voilà, je savais elle allait amener de grandes choses, voilà, de grandes quêtes en tout cas derrière. Je ne savais pas encore à quel point. Mais voilà, c'est un tome, ouais, on pourrait dire de transition pour approfondir ou quoi, mais très efficace. Voilà, pareil, je n'ai rien à dire de plus sans spoiler. Et du coup, tome suivant. Et donc, le tome 10 s'appelle Serment et Deuil. Alors, je disais juste avant que c'était un peu un tome de transition. Honnêtement, celui-ci l'était encore pas mal. J'ai quand même vérifié où s'arrêtait donc chaque tome avant d'en reparler. Et en fait, dans celui-ci, donc, il débute pour, voilà, pour partir pour un objectif, tout un voyage, etc. par la suite. Mais celui-ci, on reste encore voilà, au centre, on va dire, de la ville. Ils n'ont pas encore entamé tout leur chemin, leur traversée. Ça m'a un peu surpris, honnêtement. Parce qu'avec la fin du précédent, je pensais que la transition, enfin voilà, c'était vraiment lancé. Et non, là vraiment, Robin Hobb décide vraiment d'étoffer encore plus son récit. Les liens, voilà, certains, par exemple, aussi, certains personnages ont un peu changé de direction, sont devenus beaucoup plus gris, etc. Notamment Umbre, qui était donc déjà là depuis le tout début. C'était le maître d'armes voilà, ce qui a formé l'assassin, Fitz. Et ici, voilà, il devient beaucoup plus, je vais pas dire, ouais, sombre, mais en tout cas plus gris. On découvre pareil d'autres facettes de lui. Et c'est de mémoire aussi dans ce tome-ci, j'espère pas dire de bêtises, qu'apparaît le personnage de Lourd, qui est un personnage voilà, qui a un handicap mental, et que j'ai trouvé tellement attachant. Alors j'étais très curieuse de voir comment il allait évoluer, comment elle allait se servir de lui en tout cas pour la trame du récit, etc. J'ai pas été déçue de la suite, je vous spoil déjà. mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Tout ce qu'il a amené à l'histoire. C'est aussi un tome, j'ai trouvé, beaucoup plus humaniste, je dirais. Où vraiment il y avait, voilà, elle est douée pour créer des personnages, pour leur psychologie, etc., pour leurs relations. Mais là, c'était vraiment les valeurs qu'elle voulait transmettre au final, voilà, pour chacun de ses personnages. Voilà, tout le côté vraiment humain et compliqué qui peut être dedans. Mais voilà, plein de valeurs que ce soit universelles ou voilà, l'amour, l'amitié, tout ce qu'on veut. Ou alors des choses déjà un peu plus spécifiques, enfin qui restent universelles, mais par exemple les problèmes par rapport à la vieillesse, on a des problèmes par rapport voilà, au handicap. On avait des problèmes par rapport à la filiature. Alors, je me l'étais déjà dit au tout début de la saga, vu que Fitz il est quand même très abandonnique. Très. mais voilà, ici, ça revient sur le devant de la scène et pas forcément avec Fitz non plus. Donc voilà, c'était vraiment voilà, une plume beaucoup plus humaniste encore que d'habitude, que j'ai retrouvée ici. C'est très bien ficelé, hein. Honnêtement, même si c'est de la transition, elle sait exactement pourquoi elle le met, à quel moment, etc. Ça s'en ressent pendant la lecture. À aucun moment, même si c'est plus calme, je ne m'ennuie, etc. Et pareil, je sais qu'au final, sans pouvoir vraiment vous révéler les éléments, c'est un de mes tomes pareil préférés. Donc est-ce que je lui ai mis aussi 19 je sais plus, je ne sais plus, j'ai un doute. Mais voilà, en tout cas, j'ai certains éléments en tête, c'est très frustrant de ne pas pouvoir vous parler, en fait, honnêtement, juste de ce que je préfère dedans. Parce que sinon je spoil tout et mon dieu ça va être un calvaire quand je vais arriver sur les derniers. Mais voilà, en gros mon petit top date un peu soft voilà, du début du deuxième arc est fait, on va dire. Donc là à ce jour j'ai aussi lu le tome 11, 12 et je termine sur le 13. Mais je pense que je vais les réserver pour le bilan de l'été. Parce qu'ils sont un peu dans mon Instagram et que du coup je les remettrai pareil principalement dans ma lecture d'été. Donc je me suis dit bon,
je vais les compter directement dedans, même si c'est lu genre fin mai ou quoi. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas envie non plus de faire une vidéo entière sur juste que ces livres-là. Et j'en ai quand même encore beaucoup qui m'attendent juste ici. Donc voilà, grosso modo, je vais m'arrêter là. Je n'hésiterai pas à parler avec vous voilà, de l'assassin encore davantage si on me le demande, que ce soit ici ou sur Instagram avec donc Cappuccino and Books, là, et pas Booktube. Et puis on va passer à la suite. Hein. Ensuite, quitte à parler des suites de saga, dans le bilan du Cold Winter, j'en étais au tome 2 de la saga d'Oren, donc je reprends ici avec le tome 3, donc c'est Glim. Pareil, je n'ai pas les résumés parce que on est assez loin dans les sagas, sinon ça spoil. Grosso modo, pour remettre un petit peu le cadre, Oren dans le tome 1 est donc enchaînée dans une cage dorée. Elle est entièrement en or, sa peau, ses cheveux, tout ça. Et elle est grossièrement prisonnière. Il se passe d'autres événements, voilà, on en travaille un peu dans le tome 2. Et elle change en gros, elle est capturée, etc. Grosso modo, c'était un peu l'idée. Dans celui-ci, ça y est, on voit vraiment l'évolution d'Oren. Elle brise ses chaînes, comme on dit. Voilà, par rapport à toutes les personnes qui lui ont fait du mal, voilà, d'une manière ou d'une autre, où elle a été dupée ou des choses comme ça. Donc j'ai beaucoup aimé suivre cette évolution dans le tome 3. C'était tellement jouissif. Je vous jure de la voir juste se déployer, ouais, ça, briser ses chaînes, prendre une certaine indépendance, prendre conscience de beaucoup de trucs aussi, même si ça lui mettait quand même quelques claques. Du coup, ça la rend aussi très attachante. J'ai beaucoup aimé la dynamique qu'il y avait dans ce livre. Il y a plein de retournements de situation. Ça part dans tous les sens. Voilà, j'ai juste bouffé ce livre d'une traite. C'était hyper addictif. Je l'avais déjà dit au début. Du coup dans mon précédent bilan. Mais c'est clairement une des sagas les plus actives que j'ai vues depuis, je pense, Phobos. Vraiment, c'est le mot que je mets dessus. C'est pas forcément une saga très qualitative, selon moi. Que ce soit la plume, voilà, quelques facilités, etc. Mais vraiment, je l'ai bouffé. Je peux pas dire le contraire, je l'ai bouffé. Le bémol, par contre, sur ce tome, c'était clairement les scènes spicy. Alors, c'est pas mon truc déjà à la base. Voilà, ça c'est une question de goût. Mais je peux en lire certaines et me dire ouais, bon, ok, ça sert le récit ou pas. Oui, ok, c'est bien écrit ou pas, etc. Ici, pour le coup, ça servait peut-être le récit, mais qu'est-ce que c'était je sais pas, indigeste. Il y avait des trucs mais crus au possible. Il y a des trucs qui me sortent de ma culture tout le temps. Alors, soit parce que je levais les yeux au ciel ou quoi, soit parce que c'était pas mon truc ou quoi. Mais surtout à cause du vocabulaire qui était utilisé. Parce que plein de fois on nous sort des bébés dans la fantasy. Moi je peux pas. Pour moi ça ne colle absolument pas. Juste je déteste ça. Enfin voilà, c'était clairement pas mon truc à ce niveau-là. Et pas de bol, il y en avait quand même pas mal dans ce tome-ci. Donc voilà, j'ai un peu déchanté de ce côté-là. Mais globalement, je l'ai bien aimé. Je crois que je l'ai mis, ouais, je pense 16 sur 20, un truc comme ça. Donc ça reste une chouette lecture, j'ai pas regretté rien du tout. Mais c'était le bémol, clairement. Et par contre, après, du coup, j'ai lu aussi le tome 4, donc c'est Glow. Et celui-là, par contre, oh mon dieu, je lui mets 14, donc c'est une note moyenne en gros sur Livre Addict, où je mets du coup tous mes livres, mes cotations, etc. Et j'ai peiné dessus. À un moment, je me suis dit que j'allais, franchement, honnêtement, le lire en diagonale. Voilà, passer certaines scènes, certains passages, certains extraits, etc. C'était long. Alors, d'office, pareil, il y a 6 tomes. D'office, dans une saga comme ça, il y a des tomes de transition. En plus, voilà, ils sont gros. Mais pour le coup, c'était lent. C'était trop lent pour pas grand chose en fait. On aurait vraiment pu retirer des centaines de pages. On aurait pu retirer du spacey, etc. Et surtout, j'ai l'impression que c'était 3 pas en avant, 3 pas en retour pour Oren. Alors, une partie, je dis pas, était justifiée parce qu'il y a des traumas, parce qu'elle a connu que ça depuis toujours. Donc, à un moment, il faut être quand même crédible. Et voilà, faut pas non plus la meuf hyper badass d'un coup, sans raison, etc., qui aurait plein de pouvoirs, machin, que sais-je. Donc ça, c'est pas ce que je demande non plus. Mais ici, c'était vraiment
c'était lourd quoi. Ça m'a un peu fait penser aussi aux tomes sur Nesta dans Akotar qui sont du coup ici. On avait fort reproché au fait qu'elle est un peu traumatisée, mais voilà, elle envoyait un peu bouler tout le monde, elle se morfond un peu sur elle-même, elle était un peu imbuvable, etc. J'ai envie de... C'est pas les mêmes reproches, parce que c'est pas les mêmes aspects, mais je trouve que c'était un peu la même vibe, quoi. Ou juste, on sait que ça doit se faire ou quoi, mais en fait, sur un moment, on a le trop plein, et même nous, en tant que lecteur, on est là en mode genre, c'est bon, go, girl, juste passe le step au-dessus, quoi, en fait... je dis pas, et ça se fait en douceur, parce que du coup, voilà, il y a X page ou quoi. C'est réaliste, mais juste il y a un moment, c'est gavant. Et voilà, j'étais pas forcément dans le mood pour ça, quoi. Juste, j'avais envie de connaître la suite, j'avais envie d'une autre dynamique, etc. etc. J'ai eu juste un moment trop plein. Et ouais, beaucoup de longueur, beaucoup de répétitions, etc. Enfin, juste, il y a eu pas mal de défauts qui sont accumulés dedans. Et honnêtement, à la fin de celui-là, je lis un tome par mois, et à la fin de celui-là, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer? Tellement il m'avait plombé, en fait, j'avais pas forcément envie de revenir dedans, quoi. Et bon, après, voilà, la fin, donc c'est quand même pareil, la suite, la limite que j'avais entendue, etc., etc. Donc, je me suis dit, ok, je comprends le truc, même si j'ai pas passé forcément un bon moment, mais je comprends l'idée. Et donc, ok, j'ai envie d'y retourner parce que j'avais aimé, en tout cas, les 3 premiers tomes. J'ai dit la première trilogie, mais il n'y a pas de fin à la première trilogie. Mais même si, voilà, il y a une question réglée. Mais voilà, je me suis dit, j'ai envie de retrouver quand même ça. Ok, c'est un tome de transition, tout ça, je vais y aller. Et donc, depuis, j'ai fait le tome 5. Je suis en train de lire, ici, au moment où je tourne la vidéo, le tome 6, qui est donc le dernier. Et donc voilà, pareil, ceux-là sont dans le Instagram, donc ce sera pour le bilan de l'été. Donc, ouais, logiquement, fin août ou début septembre, suivant quand je mets la palle du pumpkin. Mais ouais, je m'arrête pas sur un bon avis en tout cas pour ce tome 4. Mais voilà, et franchement, honnêtement, j'ai peiné. Autant pour l'instant, je trouve que le 3 était le meilleur de la saga, autant le pire était le 4. On verra ici ce que me réserve la fin de l'histoire du 6, vu que je suis seulement au début. Mais voilà, en tout cas, ce sera lui, et puis on verra à long terme s'ils resteront ou non dans ma bibliothèque, parce que l'air de rien, ça prend de la place. Puis, je vais vous parler de 3 livres ici, qui sont des one-shots à chaque fois. Et je pense que je vais commencer voilà, par le premier ici, que j'ai lu clairement sur un coup de tête, hein, disons-le. Qui est donc un livre de Marie Vareille, qui est très connu, et qui s'appelle La Dernière Allumette. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, il y a quelques années, en tout cas, parce qu'elle a fait d'autres titres hyper connus depuis. Mais je pense que j'avais déjà dit ici dans une autre vidéo, je suis dans une période en tout cas où je me recherche à nouveau un petit peu en tant que lectrice. Parce que mes goûts de young adulte sont plus ou moins terminés là maintenant, je cherche plus du adulte, mais en même temps je vais pas lire que de la fantaisie adulte qui font 800, 900, 1000 pages passées, parce qu'en fait avec mon rythme de vie actuel, je mets un mois à lire un livre, donc à un moment, enfin d'autant de pages, donc à un moment je vais pas faire ça. Pareil, j'aime beaucoup les thrillers, etc. Mais c'est pas le truc où on enchaîne 10 parce que sinon ça devient répétitif, on va tout venir, etc. non plus. Donc, je suis un peu dans cette phase où, entre mes sagas ou quoi, j'intercale des one-shots où je me dis, je n'ai entendu que du bien. Le résumé ne fait pas tant envie que ça, mais vraiment, les retours sont unanimes, et voilà, sont vraiment élogieux, etc. Je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose. Et donc j'ai un peu listé X livres, j'ai plus le nombre en tête, que je veux découvrir un petit peu, en me disant, ok, peut-être que ça va être un coup de cœur pour moi aussi. Et c'est en faisant cette petite sélection que je suis tombée donc sur à nouveau La Dernière Allumette, dont le résumé disait « Depuis plus de 20 ans, Abigail vit recluse dans un couvent en Bourgogne. Sa vie d'avant, elle l'a en grande partie oubliée. En même temps incapable de se rappeler les événements qui a fait basculer sa destinée et l'a poussée à se retirer du monde. De loin, elle observe la vie parisienne de Gabriel, son grand frère, dont la brillante carrière d'artiste et d'imaginaire remplie de poésie sont encensées par la critique. Mais le jour où elle rencontre la lumineuse Zoé et tombe sous son charme, Abigail ne peut s'empêcher de trembler,
car elle seule connaît véritablement son frère. Voilà, je savais, parce que j'avais vu je ne sais pas combien d'avis, en tout cas entendu dans les vidéos dessus, qu'on avait la question des violences, voilà, que ce soit conjugales, infantiles ou etc. Infantile, je pense que j'avais eu comme écho. Donc voilà, je savais à quel style de livre je m'attaquais. Et je pense qu'il valait mieux le savoir parce que j'ai lu plusieurs livres sur le sujet. Je suis éducatrice spécialisée et dans l'adult jeunesse, donc clairement c'est un thème que malheureusement je connais assez bien, je côtoie assez bien, etc. Mais c'est un livre, je pense, qui peut mettre des sacrées claques, au sens figuré pour le coup, parce qu'il aborde excessivement bien et de façon très très réaliste voilà, le sujet, le thème des violences et qu'il faut avoir le cœur assez bien accroché parce que voilà, ça peut tomber voilà, un truc soudain, ça peut être plus vicieux, voilà, aller un peu crescendo on va dire. Et je trouve, enfin en tout cas je pense que je n'ai jamais lu de livre aussi bien écrit sur le sujet. Voilà, c'est vraiment, dans ma tête c'est ça, le mot c'est hyper réaliste. Et j'ai des phrases que j'ai lues dedans, que j'ai entendues de gens qui étaient concernés, etc., qui faisaient vraiment écho, qui étaient similaires, etc. Je suppose qu'elle a fait des recherches un peu un minimum sur le sujet avant. J'ose espérer qu'elle n'a pas été concernée personnellement. Mais voilà, c'était très 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 bien écrit. J'ai pleuré honnêtement dessus. Il m'a fait pleurer des litres, hein. Et voilà. Et honnêtement, à mon tour maintenant de le recommander très vivement, même si j'ai pas forcément envie de retourner un million de fois voilà, vers ces livres. Ces autres résumés ne me tentent pas forcément encore toujours. J'ai noté dans un coin de ma tête La vie rêvée des chaussettes orphelines, un truc comme ça. Mais voilà, je sais qu'il y en a d'autres titres qui pour l'instant me laissent toujours plus ou moins indifférente. Je verrai bien après une deuxième lecture parce que vraiment la plume était très qualitative. Mais voilà, c'est toujours pour un peu sortir de ma zone de confort, de ce que je lis habituellement, etc. Mais en tout cas, celui-ci, c'est vraiment une pépite et j'ai certaines phrases en tête, dont les toutes dernières, qui m'ont vraiment, vraiment marqué. Alors que certains livres, franchement, j'ai déjà quasiment oublié 3/4, honnêtement, avec ma mémoire de poisson rouge, là. Mais ici, vraiment des phrases tellement chocs, marquantes, criantes de vérité, que je me suis dit, il y aurait bien moyen qu'un jour je le relise en fait, parce que voilà, il y a différents niveaux de compréhension, des éléments qu'on comprend seulement à la fin, etc., qui pourraient être intéressants de revoir depuis le début ou quoi, s'il y avait des indices ou que je pourrais interpréter d'une autre façon. Donc il va rester dans ma bibliothèque pendant un moment. Peut-être que d'ici 5 ans, quand j'aurai besoin d'un one-shot ou quoi, je me le referai. Si ça arrive un jour, je mets des post-it, je surligne ou quoi que ce soit, parce que vraiment, c'était d'excellentes citations en tout cas. Donc voilà, donc je vous le recommande, ça a été une très très bonne surprise. Je pense que je lui ai mis 17, un truc comme ça. Et donc comme quoi, j'avais bien fait de tester ces livres encensés pour me faire mon propre avis dessus, parce que pour le coup, c'était gagnant. Dans les livres qu'on a vus partout, et celui-là, je m'étais promis de le sortir de ma bibliothèque parce qu'il y est resté beaucoup trop longtemps. C'était celui-ci, donc l'affaire Alaska Sanders, qui est le tome. J'hésite entre 2 ou 3, mais je sais plus maintenant. Je sais plus. Mais bref, qui est la suite de la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Il y avait aussi le livre des Baltimore, pareil, qui est 2 ou 3 selon. Et qui était plus centré sur la vie de Marcus, donc l'écrivain, et le héros, qui était plus un contemporain. Et ça m'avait clairement séché après voilà, le thriller, enfin en tout cas policier, d'Harry Kéber, que j'avais dévoré. Et parce que c'est pas du tout ce que j'attendais. Donc revenir sur un nouveau, pareil, thriller policier ou quoi, j'étais très très heureuse parce que c'est la suite que je voulais en fait à la place de l'autre.
Euh, Par contre, honnêtement, ça marche toujours aussi bien que le tome 1. Ou alors, le tome 1, je lui avais mis 17 et je pense que celui-ci, je lui ai mis 16, enfin un truc comme ça. Mais les ingrédients qui marchent dans le 1 se retrouvent en fait dans le 2. On retrouve le duo de Harry Kéber et je cherche un inspecteur, c'est Galawood, Sergent Perry Galawood. Donc voilà, on retrouve un peu les mêmes personnages, un peu beaucoup, les mêmes personnages voilà, du tome 1. On retrouve aussi son fameux ami, pareil j'ai oublié le nom maintenant. Ah, quand je vous disais la dernière animée, j'ai encore vraiment des citations, des phrases précises en tête, autant celui-ci maintenant, c'est devenu très vite très très flou dans ma tête en fait, ce qui est vraiment, vraiment bon signe. Ah merde, je vais pas revenir dessus. Je ne vais pas revenir dessus. Bref. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Il y a une nouvelle enquête, en tout cas, qui se fait à nouveau donc, entre Marcus et le sergent. Je peux pas dire beaucoup de choses sur les éléments de l'enquête, parce que sinon, à nouveau, je vous spoil tout. Qu'est-ce que je peux dire vraiment d'intéressant dessus? Franchement, c'est délicat. Parce que ce que je me rappelle surtout, c'est que le duo, en fait, donc je vous dis, entre Galawood et Marcus Goldman, mais c'est ça, en fait, c'est ça. Je viens de tilter. Mais en fait, depuis tantôt, je vous dis Harry Kéber, mais non, en fait, c'est Marcus Goldman, c'est pour ça l'écrivain. Et donc, son pote, ouais, c'est Harry Kéber, dont on reparle un petit peu ici aussi. C'est là où je me suis embrouillée. Oh là là, je m'excuse d'avance. Parce que je suis pressée par le temps, je vais pas pouvoir refaire tout un récap depuis le début. Et bref, j'espère que vous avez compris. Mais grosso modo, j'ai beaucoup aimé le duo donc, qui enquêtait ici. J'ai trouvé le dénouement avant la fin. C'est ce que je vous disais, à force de lire des thrillers, le problème c'est qu'on voit un truc un peu plus vite aussi. Et je les voyais déjà assez vite de base, donc ça n'arrange rien. Et c'est le même schéma, grosso modo aussi, que voilà, la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Donc ça c'était les points positifs et négatifs. Ça se dévore, c'est efficace, etc. Mais en même temps, c'est un peu vu et revu pour une question de thriller, voilà, comparé au premier qui m'avait quand même un minimum surpris. Dans les points un peu plus négatifs, c'est que il y avait pareil, avec le recul j'ai vu plus de lenteur en fait que dans le tome 1. Il fait quand même, c'est une belle brique, hein, il fait quasiment 800 pages. Donc même si voilà l'écriture est fluide, tout ça, il y a quelques retournements, tout ça, je pense que ça aurait été plus efficace s'il y avait moins de pages, on te fait un peu voyager mais en même temps on n'y croit pas trop, etc. Mais il y a une bonne dynamique entre les personnages, donc voilà, je n'ai pas grand chose honnêtement à rajouter dessus. Je vous dis, je l'ai lu en avril, et là, un mois et demi plus tard, j'ai déjà oublié une bonne partie, donc je vais pas m'étendre dessus, parce que c'était un livre bon, mais voilà, que j'aurais vite oublié, que c'est pas le thriller que je garde dans ma bibliothèque, donc vous l'avez pas, mais ils sont en dessous. Donc voilà, donc clairement j'attendais cette vidéo pour justement les retirer de ma bibliothèque et refaire de la place pour d'autres thrillers. Mais voilà, je suis quand même contente de l'avoir lu parce que c'était clairement un des plus vieux livres de ma pile à lire. Et que du coup maintenant c'est chose faite, j'ai le fin mot de l'histoire et juste maintenant je peux passer à autre chose. Et désolée, je pense que c'est le pire résumé, avis ou quoi que ce soit que je vous ai fait ici. Puis en one shot toujours, j'ai lu celui-ci, donc l'épidémie de, je ne sais pas comment on dit, un A avec un rond dessus, on va dire Asa Eriksdotter. Voilà, c'est suédois. Et c'est donc l'épidémie. Pour rappel, le résumé nous disait: le charismatique Premier ministre John Svart, pareil écrit bizarre, n'a qu'un seul objectif en tête, faire de la Suède le pays le plus sain d'Europe. Et le plus mince. Sa promesse de campagne repose sur une idée précise. Il veut éradiquer l'obésité, considérée comme une maladie et une menace pour l'économie. Les églises se transforment alors peu à peu en centres de sport, les régimes extrêmes et les opérations chirurgicales se multiplient, et tous ceux dont l'indice de masse corporelle dépasse un certain seuil sont licenciés et expulsés de leur logement.
Mais à l'approche des nouvelles élections, le chef du gouvernement perd patience et décide de s'inspirer des pages les plus sombres de l'histoire pour accélérer la mutation. Langdon Thompson Jaeger, un jeune chercheur, comprend alors très vite le danger qui menace la population, mais lorsque sa voisine Helena disparaît, il découvre que la situation est bien pire que ce qu'il pouvait imaginer. Très clairement, le résumé annonçait grosso modo l'histoire des voilà de l'histoire la plus sombre, en tout cas la partie la plus sombre de l'histoire de l'humanité si on peut encore en parler, qu'on a connue avec voilà, les juifs, mais version obèse. Voilà, grosso modo c'est ça que j'attendais, c'est clairement ça que j'ai vu, mais mon dieu il a été terriblement efficace. Pareil, je crois que je l'ai mis 17/20. C'est un très bon livre. Je suis honnêtement étonnée de ne pas l'avoir vu passer plus souvent sur les réseaux. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Je vais regarder, tiens. 2022. Et pourtant, je suis plusieurs comptes maintenant voilà, sur les thrillers, les polars, etc. Et juste, pareil, c'était du coup un peu comme une dystopie, quoi. Mais c'était pareil, tellement plausible en fait, et tellement, à nouveau, je l'ai dit tantôt, crescendo, un peu voilà comme la montée d'Hitler, où ça passe au début hop tout doucement, on commence à entendre parler d'eux, où les gens prennent pas trop ça au sérieux, puis en fait la montée se fait, et les mesures passent, et tout le long on se dit mais comment s'est passé ça? Attendez, à quel moment ça a été voté ça? Alors, on peut vraiment faire ça? Et en fait, tout le long, enfin juste c'est la descente aux enfers, et juste, enfin on se dit mais jusqu'où on peut aller? Jusqu'où l'auteur va aller pour le coup? Et jusqu'où les gens vont laisser faire, jusqu'où la haine peut monter. Alors voilà, on a assez d'expérience dans l'humanité au fil des années pour savoir que ça peut monter très haut, très loin, très vite, etc. Mais voilà, c'était très perturbant comme lecture, très inquiétant aussi, parce que plausible, de voir à quel point les choses peuvent se répéter. Alors, je n'ai pas connu la guerre, je sais un peu les mécanismes ou quoi, mais voilà, en tant que lecteur, de suivre ces évolutions, ces étapes, comme si ça se passait pendant que nous on connaissait un peu ça, c'est vraiment très perturbant et ouais, inquiétant. Pour le coup je me suis vraiment inquiétée pour les personnages, j'ai eu peur pour eux, etc. J'ai pas non plus pleuré parce que voilà, c'est de la peur, c'est pas non plus que j'étais hyper attachée à eux, mais vraiment on se dit oh mon dieu, mais jusqu'où voilà, dans quoi on va les plonger, dans quoi comment on va les traiter, etc. ou maltraiter en tout cas, et quelles sont toutes les mesures qu'on va prendre, alors que ce soit pour les adultes, pour les enfants, pour les personnes âgées, etc. Et juste voilà, c'était glaçant comme récit, c'était très bien fait. Franchement, il n'y avait pas... allez, c'est toujours plus, mais sans que ça paraisse complètement impossible. C'était très réaliste malheureusement. Un peu dans le même style que Les Servantes écarlates ou quoi, où on en est quand même assez loin dans notre société, et en même temps il y a des prémices. C'est un peu le principe de dystopie, hein, mais voilà, de se dire on pourrait vraiment être à ça, quoi. Et juste ça met des claques, ça met vraiment des claques, ça interroge beaucoup. C'est un récit qui m'est resté en tête pareil assez longtemps. Je vois encore toutes les différentes étapes, voilà, bien marquées certaines scènes, etc. Il va rester dans ma bibliothèque pendant un bon moment, je n'hésiterai pas à le recommander, à le prêter à des gens, etc. Et juste, je suis très contente d'être tombée dessus, complètement par hasard, en faisant d'autres recherches pour d'autres trucs, parce que je pense que je l'avais vu qu'une maximum 2 fois passer, et juste, je vous dis, je comprends pas pourquoi on n'a pas parlé plus, donc je suis très heureuse de l'avoir découvert en tout cas, parce que pareil, les avis sont quand même unanimes, je pense que pareil, il a 17 moyenne sur Livre Addict, alors qu'il n'a pas beaucoup de votes non plus, j'ai été à vérifier. Et donc je suis très contente d'avoir mis ma note, voilà, de l'avoir rajouté à mes bibliothèques. Parce que vraiment, il faisait le job. Et voilà. Je termine enfin cette vidéo par les 3 petites BD que j'ai lues donc en avril, mai et juin. Non,
je dis une bêtise, en mars, avril et mai, enfin bref, ça ne change rien pour vous. J'ai lu donc Le Printemps de Sakura, c'est chez qui? Chez Glénat. Ah, je vais dire chez Vent d'Ouest, mais ici je vois Glénat, je ne savais pas que c'était lié. Le résumé nous disait: Sakura, 8 ans, vit à Tokyo avec son papa français. Depuis le décès accidentel de sa maman, quelques années auparavant, la fillette n'arrive pas à surmonter sa peine. Obligée de s'absenter quelques semaines pour des raisons professionnelles, son père décide de la confier à sa grand-mère japonaise. Mais les premiers moments avec cet aïeul vivant de façon traditionnelle au rythme de la nature plongent l'enfant dans un désarroi encore plus grand. Pourtant, contre toute attente, ce séjour va profondément transformer Sakura. Désolée. Le temps d'un printemps auprès de Masumi, aussi douce que joyeuse, la fillette découvrira en elle des ressources insoupçonnées, lui permettant de dépasser le drame et de s'ouvrir à nouveau à la vie. L'éveil de ses sens et la découverte de plaisirs simples, la pêche au coquillage, les saveurs des doriyaki, la sensation du sable chaud, le chant des roseaux, les senteurs du jardin, l'air de la mer, les rencontres avec les villageois ou encore la compagnie affectueuse d'un chat, l'aideront à passer le cap de la résilience. Honnêtement, tout est dit dans ce résumé. C'est une BD, c'est assez court, elle fait quoi, rien en plus de 100 pages, mais j'étais contente de l'avoir lu, même si elle va pas rester non plus dans les annales, dans ma bibliothèque, etc. Mais parce que je ne lis jamais de récits un peu japonais. Enfin, je lis quelques mangas, mais c'est pas très représentatif du style, on va dire. Un peu comme les contemporains japonais que je vois beaucoup passer en ce moment, où ce qui ressort, c'est vraiment cet état d'esprit, mais cette façon de vivre, en tout cas en dehors des grosses villes, voilà, où c'est vraiment très calme, très respectueux. Voilà, c'est le quotidien tout pépère. C'est vraiment un slow life, un retour aux sources, etc. Vraiment les plaisirs simples, apprécier les choses pour leur juste valeur, etc. Et donc voilà, donc, ça travaille en même temps effectivement toute l'histoire du deuil, de cette reconstruction, etc. Comment reprendre goût à la vie, etc. Et en même temps, tout cet apprentissage par sa grand-mère, des côtés un peu traditionnels, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui est simple, etc. Version vraiment japonais. Il y a des choses qui m'ont parlé, d'autres pas. Mais dans tous les cas, ce qui ressortait vraiment de cette lecture, c'était justement de prendre juste un temps, une pause sur ma journée. Je me pose, je lis ma BD, c'est un moment simple avec mon petit café et machin, etc. Et c'était le message qui se retrouvait un peu dans le livre aussi. Du coup, je l'ai apprécié pour cette partie-là. Les planches étaient aussi très jolies. Après, voilà, ça m'a pas transpercé, outre mesure. Je me suis pas attachée plus que ça au personnage. Après, pour une BD, c'est assez compliqué. Enfin, non, c'est déjà arrivé, j'ai déjà eu des coups de cœur où j'ai pleuré dessus ou quoi. Mais ici, ça n'a pas été forcément le cas. Juste, c'était tout doux, c'était réconfortant, évidemment. Voilà, ce genre de choses. Donc, je ne l'ai pas vu passer très souvent non plus. Donc, si vous voulez, que c'est votre truc et que ça vous intéresse. Donc, c'est Le Printemps de Sakura de Marie Jaffredo. Et voilà, c'était juste tout doux et voilà. Puis, toujours un peu sur le côté mi-doudou, mi-deuil, etc. J'ai lu donc cette BD, donc Son odeur après la pluie, d'après le roman de Cédric Sapin de Four, avec le petit bouvier bernois. Le résumé était très simple, il disait: un homme, son chien, à travers eux, la vie, l'amour, la mort. Et que c'était une adaptation donc d'une œuvre existante. Voilà, grosso modo, je savais que c'était un livre sur la relation entre un maître et son chien. Enfin, un homme en tout cas et son chien. J'ai toujours rêvé d'avoir un bouvier bernois. Donc très vite, je me suis projetée dedans. Et malheureusement, c'est une histoire qui est, je savais, très, très triste aussi, parce qu'on fait un peu tout le tour du début où il adopte jusqu'à ses derniers jours, etc. Et donc, on suit un peu tout simplement ces bouts de vie, comment cette relation se consolide, etc. Je savais que voilà, je n'aurais pas non plus toute l'envie, l'intérêt à me plonger dans le livre de base. Quand j'ai vu qu'il sortait en BD, je me suis dit, let's go. Mais voilà, j'ai pas été aussi touchée que ce que j'aurais cru, honnêtement. Alors que Dieu seul sait que les animaux, je peux pleurer très 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 facilement pour eux. C'est vraiment de mes grandes causes, les causes animales ou quoi.
Et donc voilà, ça ne m'a pas touchée autant que ce que j'aurais voulu. Après, j'ai trouvé que c'était un récit qui était aussi très très vrai, on sent dans le côté un peu autobiographie, voilà, les vraies anecdotes, les vrais faits, la vraie relation entre un maître et son chien, etc. etc. J'ai passé un bon moment au final, mais pareil, je ne pense pas que c'est une des BD qui va rester dans ma bibliothèque, j'en attendais peut-être plus, je sais pas, j'attendais que ça me happe plus, et je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas plongé voilà, vraiment au cœur du récit, je suis un peu restée en surface comme ça. Voilà, pour moi c'était un petit loupé, mais pas à cause de la BD, plus, je sais pas si c'était pas forcément le moment ou quoi, ou que sais-je, mais c'était bien, mais sans plus. Et enfin, la dernière BD, c'était celle-ci, donc On n'est pas bien là, de Virginie Barbellion, et c'est chez Le Duc Graphique, j'aime beaucoup ce que fait Le Duc. Le résumé nous disait: Sophie, 6 ans, grandit auprès d'un père alcoolique. Un jour, il est tellement ivre qu'il ne parvient pas à le réveiller. Qu'elle ne parvient pas à le réveiller, pardon. Enfermé dans la spirale de l'addiction, il perd son travail, accumule les dettes, enchaîne les mauvaises décisions et néglige sa fille. Pendant ce temps, la mère de Sophie, véritable figure de proue, s'efforce de garder leur famille à flot. L'histoire d'une maman solaire, envers et contre tout, portée par des dessins oniriques et envoûtants. À nouveau, le résumé dit absolument tout. Elle est assez courte, elle fait 155 pages, mais avec des planches qui sont vraiment très grandes. Et ben voilà, tout est dit. C'est une BD sur l'addiction à l'alcool, donc l'alcoolisme, sur voilà, le système familial qui s'effondre par rapport à ça. On suit un peu la maman, mais surtout Sophie, aussi bien quand elle est grande, voilà, qu'elle grandit. Il y a certaines planches, pareil, qui m'ont brisé le cœur. Alors, j'ai pas pleuré, mais vraiment, j'avais vraiment de la peine pour elle. Là, pour que je me suis quand même beaucoup plus attachée à son personnage. J'ai eu beaucoup d'admiration pour la maman, qui en même temps, voilà, essayait voilà, que toute la famille coule. Et en même temps, on voyait à quel point c'était complexe qu'elle parte voilà, comme ça, du jour au lendemain avec sa fille. Et vraiment le personnage de Sophie était admirable. Voilà, juste... c'était très touchant, on avait juste envie de la protéger. Il y a certaines scènes, on se dit mais quel cauchemar, autant d'enfants, de femmes, etc., de familles vivent à cause de l'alcoolisme, etc. Je n'ai rien appris en particulier sur ce thème, pareil c'est un thème que j'ai vu aussi bien dans mes formations, que je vois avec certains de mes internes, etc. Ou certaines personnes de mon entourage. D'ailleurs, je vais prêter la BD après, elle va passer dans la bibliothèque, je vais la passer à quelqu'un qui était un peu concerné par le sujet. Mais voilà, c'était très très bien écrit. Chez les Ducs, franchement, je suis jamais déçue, je pense. Et je suis très contente qu'il y ait une BD aussi accessible et aussi bien faite, etc., qui soit sortie sur le sujet. Voilà, je lui ai mis 16 sur 20, parce que pareil, pas un coup de gueule non plus énormissime, mais rien à reprocher. Je vous la conseille donc vivement, et cette petite BD clôture donc ma petite sélection, plus si petite que ça, pour mon bilan donc, du printemps. Je vous retrouve prochainement, je vais pas faire de pile à lire pour l'été, parce qu'en fait les 3/4 se retrouvaient dans la pile à lire du Instagram, mais du coup je ferai un bilan d'été, il y aura aussi la vidéo du pumpkin, etc. Pour l'instant, c'est un rythme, je pense que je vais maintenir, en tout cas sur Booktube, parce que la vie fait que j'essaie quand même de poster plus une fois par semaine ou quoi sur Insta, que le temps que ça me prend pour les vidéos, par rapport au temps que j'ai de lecture, enfin tout ça. Mais en tout cas, j'espère que vous avez fait de bonnes découvertes dans cette vidéo, que vous avez apprécié ces retours, que vous avez peut-être listé voilà, 2-3 titres. J'espère également que vous avez fait d'excellentes lectures durant ces 3-4 derniers mois, en tout cas durant ce printemps. Et je vous fais plein de bisous jusqu'à la prochaine vidéo.